bienvenue pour ce nouveau numéro de Semence Mag ici au Salon International de l'Agriculture. Alors, le bouleversement climatique est le sujet dont on parle ici à la porte de Versailles depuis bientôt 9 jours. Quelles conséquences pour les agriculteurs? Quelles solutions pour maintenir la capacité de production française? Quel avenir également pour certaines filières? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Grégoire de la Roussière, bonjour. Bonsoir. Vous êtes producteur dans l'Aude, agriculteur dans l'Aude. On verra, d'ailleurs vous nous expliquerez, vous avez un certain nombre de productions assez différentes les unes des autres. Denis Fumery, bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur, vous, alors, près de Paris, à Cergy-Pontoise. Cergy-Pontoise, dans l'Île-de-France. Et président de l'association Rencontre Ville-Campagne. Vous nous direz tout à l'heure ce que c'est que cette association Rencontre Ville-Campagne. Alors, on va d'abord parler de ce bouleversement climatique. Vous le sentez au quotidien, Grégoire de la Roussière, quand vous regardez, alors chez vous il y a des grandes cultures, vous êtes multiplicateur de semences, vous avez aussi de mémoire des asperges et des fraises, ça doit quand même souffrir, non, en ce moment? Et ben là vous parliez de quotidien, il y a encore 2 jours j'étais chez moi sous mes serres. Il ne vous a pas échappé qu'il a fait assez chaud la semaine dernière, et ben oui, ce bouleversement on l'observe, il m'inquiète. Par exemple, là on est fin février, quand on est tout début mars, j'ai eu des boutons floraux qui ont apparu la semaine dernière sur mes fraises, ça m'inquiète parce que ça veut dire qu'elles sont trop en avance, elles n'ont pas eu le temps de se reposer. Et alors quelles conséquences? Les conséquences, ça va être des rendements bien moindres. En temps, avec une saison habituelle, quoi, avec des vrais froids l'hiver, je peux espérer avoir 5 départs pour chaque plant de fraises. Cette année, j'en ai que 2, voire 3. Donc je sais déjà que ma production va être divisée par 2. Et vous imaginez bien que par rapport à mon système économique, ça m'inquiète. Et ça, c'est un problème que vous avez vu venir? C'est une réalité depuis plusieurs années ou c'est véritablement un problème cette année? C'est une réalité que j'observe depuis 3 ans. On a ce qu'on appelle la vernalisation, donc c'est le repos végétatif des plantes pendant l'hiver. Elles ont besoin de repos pour donner le meilleur d'elles-mêmes au moment des récoltes. C'est quelque chose auquel je fais face depuis 3 ans. Alors, à savoir si c'est une tendance vraiment de fond ou juste une conjoncture temporaire, ça j'en sais rien. Moi, vous savez, je suis agriculteur. Là, je vous parle juste de ce que j'observe. Et oui, ça m'inquiète. Ouais. Denis, ça se passe comment chez vous, du côté de Cergy-Pontoise? Alors oui, effectivement, on pense qu'il y a un léger réchauffement climatique aujourd'hui. Moi, je suis au nord de la Seine, c'est un petit peu différent. Je suis beaucoup moins au sud. Mais je pense également quand même que sur l'histoire de l'agriculture, de tout temps, les agriculteurs ont su s'adapter à leur terroir, à leur température. Et ils ont su choisir les variétés de semences adaptées aux circonstances. Et je crois que l'agriculteur, par définition, sait s'adapter sur le temps. Il est vrai que par rapport à mes débuts de carrière, on ne sème pas tout à fait à la même époque, on ne sème pas tout à fait les mêmes variétés. Il y a des variétés de cycles végétatifs beaucoup plus courts, et ce qui nous permet d'anticiper, parce que l'agriculteur, par définition, il doit anticiper les problèmes qu'il peut rencontrer au cours de sa carrière. Et c'est ainsi qu'il fait ses choix de culture. Alors, je vais prendre un exemple relativement simple. J'ai pas la chance d'avoir des très grandes terres profondes avec une réserve en eau importante pour pouvoir alimenter les plantes parce que j'ai pas l'irrigation. Et donc j'ai arrêté la culture de maïs qui s'adaptait pas à mon terroir. Voilà, c'est une manière de m'adapter. Mais si je vous comprends bien, si on va au-delà de ça, est-ce qu'il y a des productions, des cultures qui pourraient disparaître du fait de ces bouleversements climatiques? Disparaître dans l'immédiat, je pense que c'est un peu prématuré. Je pense qu'on peut travailler déjà sur le choix des variétés dans une espèce. Des variétés avec des cycles beaucoup plus courts qui vont s'adapter à la sécheresse. Et je crois que c'est la recherche en général qui travaille sur le sujet des plantes qui s'adaptent à la sécheresse. Alors justement, de la recherche, on va en parler dans un instant, mais Grégoire, même question chez vous, est-ce que, alors sans aller à dire, est-ce qu'il y aura des variétés qui vont disparaître? Est-ce qu'il y a des cultures qui vont disparaître de votre exploitation? Alors, ce qui est vrai, pour préciser, c'est que moi je suis un peu à l'avant-poste du réchauffement climatique puisque je suis en zone méditerranéenne. Donc c'est peut-être plus marqué. Oui, je pense sincèrement arrêter certaines cultures, notamment la fraise et l'asperge, qui ont besoin vraiment comme je vous le disais tout à l'heure, qui ont vraiment besoin d'un certain nombre d'heures de froid l'hiver pour pouvoir donner le meilleur d'elles-mêmes. En l'occurrence, voilà, depuis 3 ans, j'observe que ça devient difficile. On va attendre encore quelques années. Il ne faut pas être trop hâtif entre le constat et la tendance, on verra bien. Mais oui, il faut être raisonnable aussi. On a quand même des salariés, on fait vivre beaucoup de monde autour de chez nous. Il faut pouvoir prendre les meilleurs choix pour l'avenir. Alors justement, comment on maintient dans ce contexte des capacités de production, par exemple pour les céréales?
Pour les céréales, comme l'évoquait Denis, il y a comme une très grande recherche qui est faite tous les jours. Il faut rappeler que la biodiversité telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est l'homme aussi qui l'a accompagné pour faire face au contexte dans lequel il était, qu'il soit au nord, au sud, dans une région pluvieuse ou moins. Aujourd'hui, on continue ce travail. Au départ, c'est la sélection, maintenant c'est l'hybridation. On essaie toujours de trouver des variétés qui s'adaptent le mieux possible au terroir, au sol. Et donc, là-dessus, je suis comme Denis, j'ai assez confiance encore dans le travail de la recherche pour encore tenir quelques années. On verra ensuite ce qui se passe, quoi. Et là, Denis, pour que ça fonctionne, vous comptez notamment sur vos partenaires les semenciers pour qu'on vous propose des graines qui correspondront mieux aux nouveaux enjeux climatiques? Tout à fait, c'est de tout temps. Bon, en France, on est gâté parce qu'on a les meilleurs semenciers du monde. On est le premier exportateur de semences du monde, ça il faut le dire. Et puis, moi j'allais dire aussi dans le même temps, certaines cultures qui seront plus adaptées au sud pourront peut-être s'adapter plus au nord. Et je crois qu'il faut en tenir compte. Je peux imaginer cultiver du soja peut-être dans très peu de temps. On pourrait éventuellement imaginer de cultiver des fraises au Danemark, auprès du cercle polaire, si ça continue. Au rythme auquel ça va... Pardon, oui. C'est peut-être dans vos pires cauchemars d'ailleurs. C'est probable, hein. J'ai déjà entendu dire que les Anglais préparaient déjà des vignes avec peut-être pour l'objectif de faire un vin semblable au champagne dans quelques années. Avec les modélisations qu'on connaît des météorologues, il est fort probable qu'on ait des climats similaires, bien plus au nord, ça va remonter vers le nord, oui, c'est complètement envisageable. Hein. Alors, en matière de sélection variétale, je rappelle que vous êtes aussi multiplicateur, donc vous êtes très impliqué en amont de la filière pour obtenir des nouvelles variétés mieux adaptées, mieux résistantes à ces nouveaux défis climatiques. Il y a une arme aujourd'hui, et en tout cas un outil, qui est les NBT. J'arrive pas à bien savoir si on est pour ou contre dans le milieu agricole les NBT. Dans le milieu agricole, on est pour l'innovation, pour pouvoir garantir une sécurité alimentaire à long terme pour l'ensemble de nos concitoyens. Moi, vous savez, je suis agriculteur, je suis pas philosophe, je suis pas politique, j'ai aucune idéologie là-dessus. J'ai confiance quand même dans la recherche pour pouvoir nous permettre de trouver les solutions pour que chacun puisse se nourrir à sa faim, tout simplement. Et Denis, on nous dit, les NBT, enfin les opposants, d'ores et déjà disent, ce sont les nouveaux OGM. Vrai ou faux? Alors, a priori, peut-être, mais j'allais faire la même réponse que Grégoire. Tant qu'on n'a pas vu... on a du mal à imaginer. Donc il faut de la place pour la recherche, pour l'innovation. Absolument. Et les cultures en plein champ, les expérimentations en plein champ. Oui, dans notre pays, il faut laisser faire, c'est important. Et l'enjeu sociétal est important. Chaque heure qui passe, on est 10 000 de plus sur la planète. Chaque jour, on est 240 000 de plus sur la planète. Et c'est un enjeu capital de nourrir tout le monde. On sait que quand il n'y a pas de nourriture, c'est un peu la bagarre. Alors, ces messages-là, ces réalités-là, on les fait passer comment auprès du grand public? Vous avez créé cette association qui s'appelle Rencontre Ville-Campagne, a priori en plus dans une région où quand même la campagne est encore un peu loin, du côté de Cergy-Pontoise. Qu'est-ce qui se passe dans les rencontres? En fait, la campagne, elle était proche, sauf que la ville est venue habiter à la campagne. Et ils sont devenus mes voisins. Et il est difficile d'ignorer son voisin, surtout qu'il est notre consommateur. Et puis, sur une Île-de-France qui c'est 3% du territoire national avec 12 millions d'habitants, 20% de la population française, il est difficile de l'ignorer. Et il y a une déconnexion entre le citadin et l'agriculture. Et il faut refaire ce lien entre l'urbanité et la ruralité. C'est possible, mais il faut aller à la rencontre d'eux. Et pour cette rencontre, on va tout simplement dans les classes, on sollicite les classes pour les rencontrer et leur expliquer leur métier. Il ne faut pas être dans la communication, je dirais, défensive et réactive uniquement quand il y a des problèmes. Il faut communiquer par temps calme. Bien sûr, c'est un courant continu. Et lorsque l'agriculteur est connu et reconnu, le dialogue change. Et ça, c'est important. Même question, dans l'autre, ça se passe comment la communication? Bon, là on est plus dans une zone rurale quand même malgré tout, mais ça ne doit pas être simple non plus de communiquer. Alors écoutez, ça vous l'ignorez peut-être, mais moi j'ai passé les 30 premières... Je suis né à Paris, j'ai passé les 30 premières années de ma vie à Paris. Et en effet, j'avais énormément d'a priori, d'idées reçues sur l'agriculture. À partir du moment, la première fois où j'ai découvert réellement une ferme, mon regard a entièrement changé. Et maintenant que je suis de l'autre côté de la barrière, je m'aperçois à quel point il est important de montrer les réalités. Je pense que pendant trop longtemps, on a laissé beaucoup de gens
parler d'agriculture alors qu'ils en étaient absents. Ce qui est très important aujourd'hui, c'est simplement de parler des réalités. Il ne s'agit pas de diffuser des éléments de langage très calibrés au service de telle ou telle idéologie. C'est tout simplement de parler de ce qu'on fait. Quand j'ai découvert l'agriculture, ce qui m'a émerveillé, c'est qu'on était complètement éloigné du manichéisme, de la vision binaire, gentil, méchant. On a une agriculture, la chance d'avoir une agriculture plurielle. Il faut vraiment en profiter. Et il faut que les citoyens se rappellent qu'on est au service de tous. Mais alors vous avez une chance, mais qui a peut-être été aussi un handicap au début, c'est que vous êtes ce que l'on appelle dans le monde agricole un hors cadre familial, c'est-à-dire que vous n'êtes pas devenu agriculteur pour faire comme papa et comme le grand-père. Tout à fait, et je pense que je suis devenu agriculteur justement parce que j'ai découvert les réalités. Ce métier m'a immédiatement, c'est un métier dont je me méfiais beaucoup, de par les clichés qui sont véhiculés, pollution, environnement, OGM, tous ces sujets catastrophistes. On a un gros marketing de la peur aujourd'hui qui s'applique dans beaucoup de domaines et c'est bien dommage. J'imaginais juste si Pasteur était né à notre époque, il y a encore beaucoup de gens qui mourraient de la rage aujourd'hui. Et aujourd'hui, il faut juste se rendre compte tout simplement qu'on va de l'avant. L'agriculture est un secteur qui innove énormément et pour une agriculture durable, vraiment. Moi, je m'en suis aperçu. Denis, pour revenir sur vos rencontres, ça se passe comment? Vous allez dans les écoles, par exemple, pour rencontrer des enfants, vous rencontrez des consommateurs également? Oui, c'est tout à fait. Toutes les occasions de rencontrer nos citadins, nos voisins, c'est important. Il faut aller de l'avant, il faut aller auprès d'eux. Alors, en première cible, on vise les CM1, les CM2 parce que leur programme scolaire correspond à nos métiers. Donc, c'est apporter un éclairage professionnel auprès d'eux. C'est important. Et j'allais dire, comme tout jeune, lorsqu'il rencontre un professionnel, c'est une ouverture sur la vie plus tard. Et ça, c'est remarquable. J'ai eu la chance de vivre ça avec un industriel quand j'étais plus jeune. C'est un souvenir inoubliable. Et je veux transmettre cette foi en un métier qui est un métier d'avenir. Je dis métier d'avenir parce que cet enjeu de nourrir la planète, c'est primordial. Et aujourd'hui, il faut que nos jeunes en prennent conscience. Et c'est un métier qui est indispensable à la planète. Il faut y aller. Alors, vous parliez des enfants de primaire, CM1, CM2. Quand ils passent ensuite au collège, il y a ce fameux stage de troisième. Est-ce qu'il vous arrive de recevoir, est-ce que vous avez des demandes de stagiaires qui voudraient bien travailler, passer un stage d'observation dans votre exploitation? Encore trop peu, je le reconnais. Néanmoins, je fais beaucoup de forums de métiers pour les classes de troisième et même seconde, parce que c'est un métier qu'on peut expliquer en quelques minutes pour comprendre les enjeux de demain. En plus, ce qui est formidable, Grégoire, c'est quand on communique avec les enfants, finalement, c'est presque eux qui vont être les prescripteurs. D'abord, ce seront les prescripteurs de demain, les consommateurs de demain, mais ils influencent aussi les façons de consommer de leurs parents. Je crois que c'est vieux comme le marketing. On compte souvent sur les enfants pour infléchir la volonté des parents. Ce qui est super avec les enfants en général, c'est qu'ils sont beaucoup moins conditionnés que nous les adultes. Ils sont encore curieux, ils ont un esprit critique. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'ils ont des vraies questions sans a priori. Et c'est ça qui est magique. Ils ont des inquiétudes, même celles que leur ont transmis leurs parents généralement. Mais c'est beaucoup plus facile de parler directement avec eux, tout simplement. Et par exemple, je crois qu'aujourd'hui vous avez tourné une émission pour une chaîne jeunesse. Ça se passe comment? On doit simplifier le discours à l'extrême ou on parle normalement, naturellement? Je pense qu'il faut tout simplement leur évoquer les réalités en évitant le côté technique ou le côté pompeux. Tout simplement leur parler, il faut se rappeler les enfants qu'on était. Qu'est-ce qu'on a envie d'entendre? Tout simplement. Et alors, pour revenir à ce dont on parlait tout à l'heure de ces bouleversements climatiques, il y a encore, malgré tout, y compris dans les allées du Salon de l'Agriculture, ce que l'on appelle les climato-sceptiques. Vous leur dites quoi pour les convaincre aujourd'hui que les choses ont vraiment changé et les choses sont en train d'évoluer? Pour l'instant, effectivement, on constate une élévation légère de la température. Néanmoins, on ne sait pas demain de quoi sera composé l'avenir. Et je pense que... Alors, un premier bilan positif, c'est qu'il y a plus de CO2 et qui profite à nos plantes. C'est quand même déjà un point positif, faut pas le perdre de vue. Néanmoins, on sait que sur l'histoire récente encore, on prend le Moyen-Âge, il y a eu un réchauffement climatique qui n'était pas dû à l'activité. Donc on peut s'interroger effectivement sur l'élévation réelle de la température, à long terme. Même chose pour vous, Grégoire, même sentiment?
Moi, mon sentiment, qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je constate une conjoncture avec un réel réchauffement des températures, surtout en zone méditerranéenne, là où je cultive mes céréales, mes fruits. En effet, attendons de voir. C'est vrai que finalement, sur l'échelle de l'humanité, là on parle des 40 dernières années, de là à avoir une tendance de fond, une tendance uniquement conjoncturelle, voilà, je reste agriculteur, je fais confiance à l'avenir pour que ça s'améliore. Très pragmatique, très prudent, mais tout de même avec une foi en l'avenir. Une grande confiance en l'avenir. Après, il faut rester réaliste. Le réchauffement climatique, il est là aujourd'hui. Une fois de plus, je le répète. Est-ce qu'il est là juste pour 10 ans, 100 ans, sur une échelle de 20 000 ans ou 40 000 ans d'humanité? Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter ou pas? On aura les réponses plus tard. Alors, juste une dernière question à vous deux. Vous avez été présent une bonne partie de la semaine sur un espace qui s'appelle Passion Céréales, qui est juste derrière ce plateau. Le message, la communication directe, ça fonctionne ici au Salon de l'Agriculture? Oh, c'est un vrai plaisir de partager parce que les gens sont plutôt sympathiques et ils partagent notre passion. Puisque l'idée, c'est de partager notre passion. Passion du métier, passion des céréales, puisqu'on est sur l'Odyssée végétale. Et c'est un vrai plaisir, ils comprennent ça. Et puis on les invite à venir dans nos fermes, parce que nos fermes sont ouvertes, on est tout à fait ouverts. On est dans la transmission de notre métier, et c'est ouvert à tous les jeunes qui ont une ouverture vers la nature, vers la terre. C'est possible, il faut y aller, du sang neuf. Grégoire, un dernier mot, un souvenir de cette semaine, ici à la porte de Versailles? Un souvenir de cette semaine assez longue, et j'ai hâte de rentrer dans mes champs. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Rendez-vous demain toujours ici au Salon international de l'agriculture. Et d'ici là, n'oubliez pas que la terre n'est jamais aussi belle que quand on la cultive. À bientôt.